Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, une émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de la saison 2, Miyazaki Bill. Quel titre? C'est notre meilleur, je pense. Ouais. Ce jeu de mots, Laurent Ruquier, tu l'auras pas. Je suis en présence de la meilleure amie de Justine Triet. Christina, comment vas-tu? Très bien, et ravi de vous retrouver. À tes côtés, le meilleur ami de Cédric Kahn, le docteur Raymond. Bonjour docteur. Eh bien bonjour, je suis également ravi d'être de retour. Et je me tourne vers ton voisin de gauche, le volubile Mister Thibaut. Bonjour. Bonjour à tous, moi je vais aimer tout le monde. Et je termine avec un réalisateur, Julien. Bonjour mon cher Julien. Bonjour à tous, bonjour mon cinéphage. Je suis un peu dégoûté de pas avoir vu Scorsese. Ma vie est nulle. Mais bon, j'ai vu Miyazaki. C'est déjà ça. Et moi c'est Jérém, votre humble serviteur. On attaque avec les films qui ont fait l'actualité, la rubrique 1. La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Un petit tour de table avant de commencer avec le Scorsese. Y a-t-il un film coup de cœur ou pas vu au cinéma ces dernières semaines, Thibaut? Oui, j'ai vu le dernier film d'Olivier Nakache et Eric Toledano, et globalement, malgré des critiques assez timorées, j'ai plutôt aimé le film, j'ai plutôt ri. Alors, ça fait pas partie du meilleur de leur cinéma, hein, le triptyque de tête étant toujours tellement proche, Le Sens de la fête, Nos jours heureux, mais on passe un bon moment. C'est léger, c'est un peu la comédie italienne, c'est-à-dire que c'est des sujets durs, mais avec un ton un peu badin. Ça pousse pas les curseurs à fond, mais globalement, ça fait le job. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai adoré un film roumain qui s'appelle N'attendez pas trop de la fin du monde, de Radu Jude. Voilà, je conseille à tous ceux qui aiment le cinéma un peu anarchique et anti-capitaliste d'aller le voir. C'est un pamphlet politique magistral qui passe du noir au blanc à la couleur, du dessin animé à l'image, image réelle. Enfin, c'est complètement fou. Voilà, donc je conseille aux cinéphiles qui aiment le cinéma roumain aussi. Voilà. Je sais pas si Christina ou François ou Julien a vu d'autres films au cinéma qu'ils ont envie de... Invasion Los Angeles de Breakfast Club. Oui, bien sûr. Donc nous avons parlé déjà le mois dernier. Nous ouvrons les festivités avec le 27e film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon. D'abord, on essaie de se mélanger à ces familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous. Shomikasi, c'est ce que vous êtes. J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien. Le pitch, au début du XXe siècle, le pétrole a porté la fortune au peuple Osage, qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches au monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux Edge que possible avant de recourir au meurtre. Bon, on présente plus Martin, les affranchis, Taxi Driver, Scorsese. Il est de retour 4 ans après son Irishman sur Netflix, donc le film était très attendu. Est-ce qu'il a été à la hauteur de cette attente? Le docteur Raymond, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Déjà, c'est un film effectivement qui est tout à fait impressionnant dans ses dimensions. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé effectivement de sa durée. C'est un film de 3h26, pour rappel, et qui arrive à maintenir l'intérêt, pour la bonne et simple raison que Scorsese va vraiment nous intégrer, nous faire découvrir un univers qu'on connaît très peu, ou qu'on croit connaître, et va en décrire avec minutie tous les petits détails. C'est ça qui rend ce film aux dimensions assez épiques étonnamment digeste. Et ça me fait penser un petit peu à une réplique qui est dite pendant l'une des scènes, la scène du dîner entre le héros, le jeune héros et sa future épouse qui lui dit « We need to be quiet for a while ». Nous allons rester tranquilles un petit bout de temps.
Et ben c'est exactement comme ça qu'il faut apprécier le film, c'est-à-dire il faut se plonger effectivement dans ce côté parfois contemplatif, laisser venir les choses, et c'est là que les choses, à mon sens, se révèlent. Contemplatif, c'est pas le mot que j'emploierais parce que je trouve qu'il y a un rythme assez dingue quand même. Non plus, c'est très soutenu. Ah ouais, il y a un nombre de crimes assez dingue, c'est hallucinant. Enfin, moi j'ai. Il y a quelques paysages, mais il s'attarde le temps qu'il faut, pas plus, pas moins. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, moi j'ai adoré, hein, je vous le dis tout de suite. Je trouvais que c'était magistral, monumental, et heureusement pour Justine Triet, hein, que le Scorsese était hors compète, parce que enfin, moi c'est un des meilleurs films que j'ai eu cette année, tout simplement. J'ai été complètement soufflé par ce film, par l'interprétation de DiCaprio. Au début, j'étais perturbé avec ses mimiques et son visage, et au fur et à mesure du film, j'y ai cru. Et j'ai trouvé que la dernière demi-heure est exceptionnelle, vraiment, de tension dramatique. Et je pense que l'actrice Lily Gladstone, on peut parier, elle aura l'Oscar au mois de mars, j'en suis certain, de meilleur second rôle. Elle est une reine. Ah ouais, elle amène une douceur dans ce monde d'une cruauté incroyable. Elle a une âme pure déjà dans son personnage, mais en plus son regard, il est apaisant. Enfin, c'est un personnage qui est très très fort, quoi. C'est peut-être le meilleur personnage féminin depuis Sharon Stone chez un Scorsese pour moi, dans Casino, je pense, quoi. Et toi Thibaut, qu'est-ce que t'en as pensé? Apparemment t'as aimé. C'est beau ce que tu dis sur Sharon Stone, parce que c'est vrai, j'avais pas souvenir d'avoir un personnage féminin aussi fort. 95. Ouais, c'est ça, ça remonte. Après un passage sur le service vidéo au N Rouge avec The Irishman, comme tu l'as dit, ça fait plaisir de revoir Scorsese à une place qu'il n'aurait jamais dû quitter, quoi. Le cinéma, la salle de cinéma. Quel plaisir. Et après James Gray et son incroyable adaptation de Lost City of Z, c'est au tour de Scorsese de transposer un roman de David Grann. Je crois d'ailleurs que son prochain film sera aussi une adaptation de David Grann. Oui. Pour son 27e film, le réalisateur italo-américain, mais pour moi les petits plats dans les grands, hein, il a réuni à la fois ces deux acteurs fétiches, DiCaprio et De Niro, mais comme tu dis, celle qui vole la vedette, qui impressionne... Oui. Qui vole toutes les scènes où elle est présente, c'est Lily Gladstone. Elle est incroyable dans le rôle de Molly, une femme de la tribu des Osages, victime de l'avidité des hommes. Elle irradie chaque morceau de pellicule où elle est Même dessus. si je trouve que De Niro est incroyable. Moi, il m'a terrifié, son personnage. J'ai trouvé que c'est un des plus grands méchants. Je sais pas s'il est encore plus effrayant que Sam Rothstein dans Casino ou Jimmy dans Les Affranchis, mais franchement, c'est un des meilleurs méchants qu'il a joué. Il a un regard... Sam Rothstein n'est pas un méchant. Il est quand même pas très net, on va dire. Mais bon, oui, c'est pas comme Jimmy dans Les Affranchis, mais il a un regard de manipulateur avec ses lunettes. Moi, il m'a vraiment fait flipper, quoi. Il est très bon, il sait faire du De Niro, hein, et justement quand il est bien exploité, il livre une partition incroyable. Docteur Raymond allait préciser quelque chose, j'ai l'impression. Moi, je voudrais relever quand même la composition de DiCaprio, qui est relativement originale par rapport à sa filmographie. Oui. Parce que les rôles de personnages, mais vraiment imbéciles, sont assez rarement intéressants sur la durée, même dans les comédies. Et là, il réussit à le tenir et à en faire un personnage assez complexe, tout en étant parfaitement stupide. Oui. Et c'est beau de se dire qu'à presque 50 ans, il joue encore les jeunes beaux et cons à la fois. Et bravo pour lui. C'est vrai. Et exactement, c'est un personnage complètement débile. C'est peut-être un peu la force et la faiblesse du film. La force parce qu'elle est compensée par Lily Gladstone, justement. Et la faiblesse parce qu'on a du mal à suivre essentiellement un personnage complètement con. Comme je disais, moi au début, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais plus le film avance, et plus on rentre dans sa tête, parce qu'il est con, mais il est surtout manipulable. Quelque part, ça veut dire qu'il a aussi une humanité. Il a une humanité, c'est pas un monstre absolu et froid comme son oncle, De Niro. Et c'est pour ça qu'on arrive à s'identifier aussi à lui, même si c'est quelque part aussi un monstre froid, mais il a ce côté débile qui permet une petite ouverture d'humanité qui va se refermer dans la dernière partie, mais d'une façon incroyable par sa femme. Moi j'ai trouvé la relation entre les deux dans les dernières séquences où elle lui ferme toutes les portes, c'est magistral, quoi. Moi j'ai trouvé ça magistral. Voilà. Et la mise en scène de Scorsese, parlons-en, même si c'est évident, on parle de Scorsese, donc il fait ce qu'il sait de faire mieux du cinéma, et nous présenter, comme disait le docteur Raymond en introduction, un monde. C'est la petite histoire, mais c'est aussi la grande histoire.
Oui, bien c'est sûr. nous présenter cette époque-là à travers un travail magnifique et incroyable sur les décors, la costume et évidemment la mise en scène qui va rentrer dans cette maison, par exemple, à travers un plan Ah oui. séquence pour nous montrer le quotidien et l'intérieur au jour le Mais jour. ouais, je trouve que sa mise en scène, elle est, comment dire, j'ai l'impression qu'elle est plus posée, comme tu disais d'ailleurs en préambule, hein, Thibaut. Par exemple, il est moins dans les pattes. Alors même si, attention, je suis un fan absolu des Affranchis. Et là, du coup, il a adapté sa mise en scène à ce film-là. Il y a des plans séquences incroyables, mais c'est assez rare. Il est pas là-dedans, il est pas dans cette recherche-là. C'est un peu comme Irishman pour moi, c'est un peu crépusculaire. Et en plus, il passe du western au drame, au thriller. Enfin, il y a plein de genres en un film. Le film de procès aussi à un moment. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'est un de ses meilleurs films en fait. Voilà, j'ai adoré. C'est un très grand Scorsese. Voilà, on est d'accord tous les trois, et ça c'est bien. Il y a évidemment 2-3 bémols. Pour moi, la mâchoire prognate Oh. de DiCaprio m'a réveillé quelques nuits pendant mon sommeil. Ah non, c'est pas un mérou. Mais bon. Mais quelle histoire, quelle tribu. Et c'est fascinant de voir à quel point son cinéma est aussi une porte justement sur la grande histoire. Moi, perso, j'ai pas plus de connaissances que ça, des connaissances sur les Indiens. Et il nous ouvre vraiment les portes d'une époque avec une restitution magistrale. Et j'aime beaucoup aussi ce parallèle dans le film avec le massacre de Tulsa, qui, à ma connaissance, n'a jamais été présenté au cinéma, hormis dans les actualités cinéma, évidemment. Et c'est pour un peu terminer, comment ne pas être en admiration devant cet épilogue qui déjoue le piège de l'inusable carton d'explication. C'est malin. Et oui, et puis ça prouve surtout que quand on voit l'épilogue, que Scorsese il est investi jusqu'au bout de ses tripes dans ce film. Et à tel point que voilà, hein, dans cet épilogue, il est... Et il en a sous la pédale, ouais. Ça le tient à cœur, ce film. D'ailleurs, il a été hors compétition à Cannes, c'est à vérifier, mais je crois que c'est lui qui voulait pas être en compétition. Par rapport au sujet. Par rapport au sujet, à l'hommage au Sage et tout. Et c'est une histoire en plus qui est pas très connue aux États-Unis, c'est quand l'écrivain dont j'ai oublié le nom, tu l'as dit tout à l'heure. David Grant. Voilà, a sorti le bouquin, il a fait des recherches. Un peu comme Irishman. Irishman, quand l'homme qui a tué Jimmy Hoffa a révélé que c'était lui, quelques années, c'était il y a pas longtemps. Hein. Et donc Scorsese s'est emparé du truc. Et pareil, là, il s'est emparé de cette histoire parce que c'est une histoire qui est pas connue. Et quand on voit d'ailleurs à la fin, donc je vais pas révéler ce qui se passe exactement, mais on comprend que ça lui tient à cœur et que c'est vraiment scandaleux qu'ils aient étouffé toute cette affaire-là. Enfin, le film prend son ampleur dans la dernière demi-heure, je le redis. Allez le voir, c'est magistral. Il y a des films d'une heure et demie qui passent plus lentement. Voilà, j'ai le seul. Merci messieurs, nous passons à notre deuxième choix. Il s'agit du film, je fais un petit suspense, de Miyazaki, que tout le monde connaît, Le Garçon et le Héron. Maito, sauve-moi! Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. Le pitch, après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne. Dans le village où a grandi sa maman, il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine. Et il rencontre là-bas un héron cendré qui devient petit à petit son guide. Donc 10 ans après, le vent se lève, le revoilà, le maître du cinéma d'animation japonais, ou du cinéma d'animation tout court. Ken Loach, pardon. Quel con. Hein, voilà, il nous a vraiment fait rêver, hein, il faut dire Miyazaki, on a tous nos Miyazaki préférés, etc. Bon, allez, on commence, on n'attend pas plus longtemps. Alors on va peut-être spoiler ou pas, donc les auditrices et les auditeurs qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez avancer de 10 minutes ou nous pardonner, c'est selon. Voilà. On va donc, spoiler il nous avait comme dit des porcs. que Miyazaki l'avait perdu et que c'était Lin Chien. Eh oui, c'était sa phrase. Et nos auditrices et nos auditeurs attendent depuis 2 épisodes qui développent. C'est le moment, Mister Thibaut. Ah, donc, Kimitashi Wado Ikuruka. Ah, ça y est. Ikiruka. Ça y est, il est reparti. Et vous, comment vivez-vous Donc traduit en France par Le Garçon et le Héron. Et à votre avis, au Québec, ils l'ont traduit comment? Et vous, comment est-ce que vous vivez, là, les gars? Normalement, ils gardent le titre japonais, je crois. Hein. Mais comme vous le savez, moi je l'avais vu donc en juillet dernier et j'étais sorti en me disant t'as compris les grandes lignes, mais t'as zappé pas mal d'éléments. Et en le revoyant sous-titré cette fois, voilà. En fait, et c'est aussi un peu, je trouve, la force de son cinéma, c'est d'arriver à être
parfaitement lisible dans les perspectives de ces personnages et la trajectoire générale du film, même si on ne comprend pas des éléments d'ici ou là. Par exemple, j'avais pas saisi que tel personnage était affilié à Maito. Voilà, qu'il avait un lien de filiation avec. Et je crois que c'est ce que le réalisateur veut d'une certaine façon dire. Ceux qui essaient de comprendre périront, nous dit le film à travers un mystérieux portail doré, une sorte d'effet d'annonce, justement très lynchien, comme le mystère qu'il suggère. On va ouvrir des portes comme dans Alphaville et arriver sur des mondes plus ou moins évocateurs. Alors visuellement, le film est d'une incroyable beauté, avec un traitement assez nouveau de l'animation. Jérém, tu pourras peut-être en dire plus. La scène d'ouverture retranscrit les suffocations des personnages à travers ces effets. C'est magnifique et terrifiant à la fois. Et ces intérieurs, comme des aquarelles, toutes splendides. Et évidemment, derrière ces images, difficile de ne pas voir la réflexion d'un artiste abouti sur son œuvre, son héritage et sa capacité à déléguer et enfin lâcher prise. Bien sûr. Difficile de ne pas voir Miyazaki à travers le démiurge fictionnel du film, ce personnage dont le monde ne vit ou ne survit qu'à travers 12 pièces, soit autant de longs métrages du réalisateur japonais, et qui veut, d'une certaine façon, transmettre la survie du monde à sa descendance, à condition qu'il ajoute une 13e pièce. Vous l'avez ? Alors, peut-être une façon de dire à ses enfants, petits-enfants, que son héritage est lourd et qu'il faut vivre sa passion avant tout. Pas mal. Avant de revenir sur ça, Christina, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du film ? Je crois que j'en suis pas encore sortie. Je l'ai vu il y a 2 jours, donc je suis encore dedans et je pense que j'ai besoin de le revoir. Je suis sortie, je n'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Et j'avais des attentes, hein, forcément, mais je me serais contentée de beaucoup moins. Là, je suis sortie complètement épatée et je me dis, mais comment c'est possible qu'il arrive à aller aussi loin, à aller aussi haut? Et c'était un mythe, c'était déjà un mythe, et là il touche au divin. On a déjà parlé de Lynch, on a parlé des références, mais c'est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui, à chaque fois, apporte un chef-d'œuvre. Enfin, ces 12 films, on attend le 13e, ces 12 films sont absolument tous prodigieux et ont quelque chose qui apporte à son œuvre, qui est toujours belle, sublime. Et il a aussi cette touche des très très grands, ils sont vraiment pas beaucoup. C'est un film sobre, mais c'est pas que ça. Dans tous ses films, à chaque fois, il a repris des thèmes, il a ses thèmes à lui, ses imageries, ses monstres, ses créatures, et il les utilise, mais sur des sujets, des histoires différentes, parfois empruntées à d'autres. Ici, c'est le cas. L'histoire est tirée d'un livre, mais à chaque fois, il va toucher quelque chose, il va vers l'universel et il nous délivre un message. Je ne connais personne, peut-être Kubrick. C'est extrêmement rare d'arriver à ce niveau-là dans l'art tout court. Hein, c'est même pas l'animation, le cinéma, c'est de l'art tout court. Et oui, on parlait de son style qui évolue encore. Le trait ici, je l'ai trouvé plus vibrant, plus flamboyant, presque évanescent. Par moments, il y a beaucoup de techniques qui se mélangent, mais des tableaux abstraits, des toiles presque expressionnistes. Et puis on plonge au cœur et dans la tête et le cœur de Miyazaki. Donc voilà, j'avais pleuré avec Le vent se lève parce que je pensais que c'était le dernier. C'était un au revoir très poétique mais triste. Et j'ai vraiment pleuré parce que c'était le dernier. Donc là, je trouve que c'est aussi c'est le pendant joyeux de cet au revoir, qui est aussi autobiographique à divers égards. Mais là, ça déborde, ça grouille, on y retrouve toutes ces obsessions, ces thèmes. Mais il aboutit vers quelque chose qui raconte la transmission, comme tu l'as évoqué, Thibaut. Mais c'est chacun, il ne dit pas que ça s'écroule s'il n'est pas là, il dit que chacun doit avancer sur son chemin. Alors, pour le château qui s'écroule, et je pense que c'est un petit peu pour ça que le titre français a été choisi, c'est que Miyazaki n'a jamais caché son admiration pour le film de Paul Grimaud. Oui, Le Roi et l'Oiseau. Et ce château qui s'écroule à la fin, c'est un peu le même, voilà, que celui dans le film d'animation français. On va donner la parole à Julien, qu'on n'a pas encore entendu depuis le début de l'émission. Ah oui, parce que j'ai pas vu Scorsese. On t'écoute. Alors je voudrais remercier Miyazaki car j'ai vu son dernier film avec mon fils, un très grand moment qu'on a partagé tous les deux. J'avais jamais vu mon fils comme ça. Après des Marvel, des Star Wars ou d'autres films, on va dire estampillés Hollywood ou comme le dernier Spider-Man, ça fait du bien également de le voir autant se projeter dans le film, autant s'immerger, autant réfléchir. Pour nous, le film a été un vrai voyage
une ode à l'imagination parce que, comme beaucoup, nous n'avons pas tout compris. Et j'ai envie de dire, comme le message du film, si vous souhaitez comprendre, vous périrez. Eh bien, peu importe en effet. Ce qui compte, c'est d'imaginer, de voyager. Je dirais que c'est son œuvre maîtresse, c'est son Alice au Pays des Merveilles. Car d'ailleurs, le film reprend beaucoup les codes du roman de Lewis Carroll. Le héron est un peu comme le lapin de Alice. Et on le suit en permanence, c'est notre guide. C'est également celui qui va nous faire rentrer dans cette dimension parallèle. Et je pense qu'il s'en est beaucoup inspiré. Peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. C'est le chemin, exactement. Et le docteur Raymond, lui, qu'est-ce qu'il en a pensé? J'ai beaucoup apprécié. Alors, ce qui est intéressant, ça va pas être très original, mais je vais essayer de développer néanmoins. L'histoire où un protagoniste perd un proche et se réfugie dans un univers onirique, ça devient un genre à part entière de l'animation japonaise. On a eu, rien que cette année, le très bon Suzume au printemps. On a eu aussi le médiocre Château solitaire dans le miroir, début septembre. Tu es dur quand même. Il est imparfait, oui. En tout cas, ce qui est évident, c'est que Miyazaki met une très grande distance par rapport à ses congénères et nous sort vraiment une œuvre tout à fait remarquable. Alors, ce qui m'a frappé un petit peu, c'est que cette fois-ci, il matine son style d'influence européenne. Autant le caractère design des personnages humains reste standard, entre guillemets, c'est le même style Ghibli qu'il y a 30 ans, donc voilà, qu'on connaît bien et qu'on définit bien. Mais on voit aussi également pas mal d'autres d'influences extérieures de la peinture classique européenne notamment, avec les citations textuelles de Millet, d'Arnold Böcklin, de Magritte, un petit peu quelques références, j'ai eu l'impression, à la BD franco-belge ou même à l'animation à la française, Sylvain Chomet entre autres. Et c'est peut-être justement une clé pour comprendre le sens de ce délire superbe qui, entre autres choses, semble nous parler de la réaction du Japon face à l'industrialisation occidentale, à la fois merveilleuse et corruptrice. Ses vertus, donc on retrouve la fascination de Miyazaki pour l'aviation, et bien entendu, ses vices, son côté destructeur, et bien entendu, ce qui a mené à l'implication du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Donc bien sûr, tout cela est très flou, comme dans un rêve, et bien entendu, on aurait pu se dire que ça aurait pu être plus clair, mais ça aurait certainement été beaucoup moins beau. Eh ben c'est très bien dit. À mon tour, alors moi j'ai pris un plaisir immense. Il y a déjà voir un Miyazaki au cinéma, ça faisait longtemps et ça fait du bien. Ponyo était très bien, Le vent se lève aussi, mais pour moi, Chihiro et Mononoke restent au-dessus de ce film-là. Pourquoi je le mets un petit peu en dessous de Chihiro? Parce qu'il y a des raisons quand même, parce que j'essaie d'être lucide. Je me souviens à l'époque, quand j'ai vu Chihiro, j'étais déstabilisé, je me suis dit, mais justement, je comprends pas tout. Comme ce personnage translucide qui mange tout le monde, etc. Machin. Mais c'était extraordinaire. Alors que là, j'ai trouvé que c'était extrêmement clair. Moi, j'ai pas trouvé du tout lynchien, j'ai trouvé extrêmement lisible et en fait même trop lisible parce que j'ai remarqué il y a beaucoup d'explications genre le mur fait de l'électricité, il y a un caillou qui s'est posé là il y a longtemps. Enfin, j'ai trouvé que dans Chihiro, j'ai revu justement il y a quelques jours, il n'y a pas beaucoup de dialogue et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il laisse les personnages de la sorcière, de ce monstre translucide et de Chihiro et bien sûr du jeune dragon, il les laisse vivre et il n'y a pas d'explication sur le monde dans lequel ils sont en fait, alors que là j'ai deux reproches à faire, désolé, j'ai quand même adoré, attention. C'est le premier reproche, c'est qu'il y a trop d'explications. J'aurais aimé qu'il y en ait moins, en fait, qu'on soit là, le mur fait l'électricité, ok, laisse-nous le découvrir. Et je trouve qu'il a trop coché la case, genre j'explique tout. J'ai lu une interview de son producteur il y a quelques jours, qui disait que Miyazaki n'est pas quelqu'un qui a une grande confiance en lui. Son producteur qui dit ça. Et je pense qu'en vieillissant, quand je vois ce film, justement, il a eu peur qu'on comprenne pas tout. Moi, je trouve qu'il a trop expliqué. J'aurais aimé qu'il explique encore moins, en fait, que ce soit encore plus presque expérimental. Mais ça, c'est moi. Attention, c'est mes goûts à moi. Ouais, parce que toi tu adores les Lord Empire de Lynch, donc bien le seul que je connaisse. Un film n'est pas ce qu'on projette dessus. À deux, vous êtes deux. Chihiro était comme ça. Et Chihiro, à l'époque, m'avait déstabilisé, mais Ouais. quel pied. Là, j'ai adoré. Tout est parfait, sauf ce petit détail-là. Et je trouve que les personnages, justement, dans Chihiro, étaient beaucoup plus forts, parce que il y avait moins de dialogue entre eux, mais ils en avaient le temps de les voir exister entre eux. Et là, donc sa mère, enfin c'est celle qui fait du feu, même le héron, ou même tous les personnages qu'on voit dans le film,
À part peut-être, ok, le héron et lui, il y a une relation et encore, elle aurait pu être encore plus forte. C'est pour ça que je le mets après Mononoke, qui est pour moi son chef-d'œuvre, Chihiro, et je le mets en 3. Voilà. Donc j'ai quand même adoré revenir à la transmission. Et ça, c'est un thème qu'il n'y a pas souvent dans ces films, la transmission. C'est vrai que c'est assez rare, c'est pas le thème qu'il utilise le plus. Et là, j'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'ai pensé à son fils. On a l'impression qu'il lui parle, l'impression qu'il lui dit va, vole de tes propres ailes, reviens vers ta maman, ta famille. Je suis pas sûre qu'il parle à son fils parce que les relations avec son fils sont pas forcément simples. Ils prennent des directions artistiques très différentes. Je pense qu'ils sont en désaccord sur beaucoup de choses. Que suite au décès de Takata, c'est peut-être pour ça qu'il est revenu. Il s'est dit je peux pas laisser la maison, la tour, ou je ne sais quoi abandonnée. Mais c'est pas son fils, son héritier. Je pense peut-être son petit-fils, peut-être quelqu'un d'autre. Le film dit qu'il n'y en a pas en fait. Non mais quand je te dis parle à son fils, moi je voyais plutôt genre effectivement, alors après c'est moi qui, mais c'est justement ne me suis pas, n'essaye pas de faire comme moi, fais autre chose. J'ai l'impression qu'il y a Miyazaki aussi qui nous dit que ces créatures, parce que même d'ailleurs c'est Totoro qui est représenté sur Ghibli, tu vois, j'ai l'impression que ces créatures ont pris le pas sur lui en fait, parce que du coup comme là le grand-oncle, il y a les perruches qui ont pris le pouvoir dans son monde. Bah, moi j'ai l'impression que son fils c'était le roi perruche. Donc, comme quoi. Peut-être. Tu vois, C'est possible. Plusieurs lectures. Moi, je vois sa descendance à travers l'enfant. Il est lui-même l'enfant aussi. C'est à la fois lui, Ouais. il est les deux. Il a à la fois lui et sa descendance en même temps. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, Jérém, que le film était limite trop clair. Je ne sais pas si vous en avez un peu parlé autour de vous. Moi, j'ai pas mal de gens qui l'ont vu. Il y a facile une personne sur 3 qui me dit qu'il ne l'a pas compris. Attends, il n'y a rien à comprendre, on voit des perruches, c'est magique. Qu'est-ce que tu veux essayer de... Sur ça, j'ai pas compris. Moi, j'ai trouvé que c'est simple, et même trop. J'aurais aimé encore moins comprendre, mais bon, c'est pas grave, je suis comme ça. Là, je pense que c'est trop tôt, hein. Un Miyazaki, c'est un millésime, c'est comme un Rora. Oui, sans doute, ouais. Il faut digérer. Je pense qu'on aura une autre version, disons, du film dans 5, 10, 15, 20 ans. Et nous allons passer à notre rubrique suivante, le Breakfast Club, et nous avons une petite surprise pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. Nous voici pour la deuxième rubrique, le Breakfast Club. Petit rappel, François, qu'est-ce que le Breakfast Club ? Eh bien, le Breakfast Club, c'est un ciné-club qui est co-créé, co-organisé, co-animé par des étudiantes et des étudiants exprès pour les 15-25 ans. Tous les mois, on vous propose de redécouvrir une petite merveille, une petite pépite, un grand classique de l'histoire du cinéma. Et ce mois-ci, mois de novembre, nous sommes gâtés puisque nous allons avoir droit à, sur grand écran, la résurrection de notre cher Charlot avec Le Dictateur qui sera diffusé pour un public conquis le 21 novembre prochain au Brady. Sous le nouvel emblème de la double croix, la liberté était bannie, le droit à la parole supprimé. On n'entendait plus que la voix de Hinkel. Hey, das Strafnitzhilfensekt, der Wiener Schnitzel in der Lage werden und das Sauerkraut! Hey, der Filutensakt der Pilleppen, ein Tromelier wie sein Straf, und der Blitzensakt der Knütz! Hey, die kleiner Straf mit der... Avant de commencer le débat sur le dictateur de Charlie Chaplin, nous avons un invité surprise, un guest comme on dit. Il va se présenter, hein. Donc Raph, bonjour. Bonjour à tous. Donc du coup, je suis Raphaël et je suis, outre un grand cinéphile, je suis également réalisateur. Et on a pu collaborer ensemble sur certains projets déjà avec certains membres de ce groupe. Exactement. Donc tu étais perchiste sur le film, c'est ça ? Oui, j'étais très jeune, effectivement, à cette époque-là, mais oui. Bienvenue parmi nous. Donc, alors je vais lancer le débat, enfin le pitch rapidement. Lors de la Première Guerre mondiale, dans un pays imaginaire qui s'appelle la Tomanie. La Tomanie en français, qui ressemble beaucoup à l'Allemagne. Un soldat maladroit sauve la vie d'un pilote de chasse nommé Schultz. Ils réussissent à s'enfuir en avion, mais l'appareil s'écrase et le soldat est blessé. Il est amnésique et il passe de longues années à l'hôpital, coupé du monde. Mais entre-temps, la Tomanie est devenue un régime dictatorial et fasciste dirigé par Adenoid Hinkel. Et les Juifs sont persécutés exactement comme sous le régime nazi. Écoute, comme tu es le guest, Raph, tu vas ouvrir le débat. Qu'est-ce que tu as pensé de ce chef-d'œuvre ? Comme toi, du coup, que c'est un chef-d'œuvre. Pour ma part, c'est l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma.
tant par son esthétique, son humour, enfin le talent de Chaplin, mais surtout c'est, je pense, dans l'histoire du cinéma, le film qui s'est le plus engagé alors que tout le monde était contre en fait. À cette époque-là, en 40, au moment où il tourne le film, les États-Unis ne sont pas encore en guerre et personne ne veut faire un film qui pourrait embêter les Allemands et mettre de l'huile sur le feu. Et lui, il y est allé avec ce qu'il avait et il a sorti quelque chose d'assez incroyable. Et c'est peut-être la première fois également qu'on entend Chaplin vraiment s'exprimer sur ses intentions politiques, sur sa vision du monde qui l'entoure, moins en étant toujours aussi drôle, mais avec quelque chose de beaucoup plus tragique et de beaucoup plus réel de ce qu'il avait fait par avant. Donc je trouve ce film absolument incroyable et à voir par tout le monde et à montrer à tout le monde pendant encore des générations et des générations. Parce que c'est vrai que tu disais, les États-Unis à l'époque n'osent pas rentrer en guerre. Oui, et quand il sort, l'Allemagne nazie, par contre, domine déjà entièrement l'Europe. Effectivement, oui. Quand il commence le tournage, la guerre a commencé depuis 6 jours à peu près. Du coup, quand le film sort, qu'il le finit, là, effectivement, l'Allemagne a déjà quasiment gagné la bataille de France de toute façon. Mais au moment où de toute façon, il commence le projet, c'était pas encore ça. Quand il veut faire son film, il parle surtout de la montée du nazisme plus que l'invasion directe. Oui. Oui, d'ailleurs, par contre, si la situation de l'Europe était connue, il va parler des camps et de la persécution des nazis, qui était beaucoup moins reconnu à l'époque. D'ailleurs, il l'avait dit, parce qu'on lui a reproché de parler et d'évoquer cette horreur-là, mais de manière un peu édulcorée, forcément, sur les camps. Mais il dit que s'il avait vraiment eu connaissance de ce qui se passait, il aurait peut-être pas fait son film réellement, parce qu'il n'est pas allé jusque-là. Et tu parlais d'opinion politique, mais on lui a reproché plein de choses, et ça a été un prétexte à la révocation de son visa qu'il a exclu pour très longtemps, voire définitivement des États-Unis. Mais c'est pas une opinion politique pour moi. Et lui-même, j'avais cité, je ne peux que le citer lui-même dans ses mémoires à ce propos, il avait dit, parce qu'on l'a accusé d'être juif et communiste, donc avoir une opinion politique, mais je pense que c'est pas ça. Et il dit, en fait, je n'étais pas... on n'a pas besoin d'être juif pour être anti-nazi, donc je le cite, il suffit d'être un être humain normal et décent. Le fait que Chaplin parle réellement, c'est le premier film où il s'exprime. Il l'a fait à ce moment-là, mais je pense que c'est parce qu'il y avait une vraie raison de le faire. Il a pris un personnage qui ressemble à Adolf Hitler, d'ailleurs, pour la petite histoire, lui il est né le 16 avril 1889, et l'autre le 20 avril 1889. Les deux ont une petite moustache, et les deux sont nés dans des familles modestes et ont connu une renommée, une notoriété complètement mondiale. Donc il joue complètement sur cette ressemblance. Et on disait qu'il n'était pas politique avant, mais si, les temps modernes est politique. Oui, les temps modernes, effectivement, et le Kid aussi, dans un sens. Oui, puisque c'est la crise de 29. Il s'engage plus, il montre moins la misère sociale. Avant, il avait un engagement politique, social, qu'il mettait en scène. Là, il va prendre les devants aussi pour montrer que la puissance de cette propagande, il peut l'utiliser aussi contre les autres, contre les dictateurs, contre ce genre de choses. Du coup, je pense qu'il s'investit, il se mouille encore plus politiquement que tous les autres. Oui, ça lui a beaucoup été reproché, aux États-Unis particulièrement, et ça a un peu marqué la suite de sa carrière. Après, il avait fait tellement de succès, il était autonome que, en fait, il s'en foutait. Oui, il s'en foutait, il était déjà au sommet. D'ailleurs, pour revenir aussi au fait que la ressemblance entre Hitler et Chaplin, en plus des dates, en plus de plein de choses, faut savoir que le personnage de Charlot et de sa moustache était connu bien avant Hitler, bien avant même la montée d'Hitler, donc on va dire que c'est limite Hitler qui a copié Chaplin, en tout cas sur l'apparence, sur pas mal de choses. Je crois qu'il a dû le dire en plus, non ? Chaplin a dit que c'était un des meilleurs auteurs qu'il ait lu. Hitler. Non, il en disait du bien, Hitler, de Chaplin, je crois. Il est avéré qu'Hitler s'est procuré 2 copies du film. On ne sait pas s'il l'a vu ou s'il l'a fait voir et qu'on l'a raconté. Et Chaplin a dit « Je donnerai tout pour savoir ce qu'il a pensé ». Après, c'est une version qui a été contestée, mais bon. Sur le fait qu'il avait vu le film. Ah oui, non, et on ne sait pas s'il l'a vu, mais il a eu 2 copies dans les mains.
Juste pour les brûler pour le plaisir. Voilà. Ah, j'avais plus de livres sous la main. Le docteur Raymond, il en pense quoi de ce film? Oh bah écoutez, difficile d'épiloguer sur quelque chose qui est à la fois un classique et un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre aussi que se bâtit quelque part Chaplin à sa hauteur, parce que c'est un acteur, auteur, qui écrit pour lui-même et qui se sert magnifiquement. C'est-à-dire qu'il va s'écrire des scènes à moitié parlées, effectivement, moitié des imitations avec des accents, moitié du gromelot en pseudo-allemand, et effectivement toute une série de séquences, de jonglerie, d'acrobatie, de séquences musicales muettes, et très très intéressant, parce que c'est vrai qu'il prend la parole pour caricaturer la plupart du temps, mais la plupart du temps, effectivement, c'est une pseudo-parole, c'est un parler, effectivement, qui est déformé, et c'est intéressant quand on compare avec un autre film qui est à peu près contemporain, et qui lui aussi parle de l'entrée en guerre, voilà, de l'Europe occidentale, et sur le ton de la comédie, qui est la soupe au canard des Marx Brothers, et là où tout l'essentiel repose sur le dialogue, et effectivement, et c'est un film très très verbeux, sur la virtuosité verbale, etc. Et là, Chaplin prend le contre-pied et nous propose vraiment quelque chose où le dialogue est épuré au maximum, et du coup le contraste est vraiment très très intéressant, et c'est là qu'on voit la différence entre deux grands noms, si vous voulez, du comique de cette époque. En Bretagne, on a un mot pour ça, pour dire parler qu'on ne comprend pas, c'est baragouiner. Dans le film, il baragouine. Et Julien, quelque chose à rajouter? Non. Non, Ok. pour une fois là, non, mais j'ai revu avec plaisir, évidemment. Puis j'espère que vous serez nombreux et qu'on sera tous, si possible, à la projection du 21 novembre. J'ai essayé de trouver quelques petites anecdotes sur le film. Apparemment, il a été interdit longtemps. Dis-moi si je me trompe, Raph. Non, tu as raison. Il a été interdit très très longtemps, notamment par exemple en Italie, je crois qu'il n'est interdit jusque dans les années 70. Donc très 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 longtemps, plus de 30 ans après. Et l'un des premiers films, enfin les deux premiers pays à ne pas avoir trop censuré ça, c'est les États-Unis, mais il était plutôt mal vu d'aller voir ça. C'est parce que Chaplin est très très connu qu'on lui a pas censuré son film. Et en 45, c'est la France. Alors celui-là, il a fait 8 millions d'entrées, c'est le plus gros succès de Chaplin, mais c'est quand même moins que le dîner de con. Hein. Et l'Angleterre? Et ben, les Anglais étaient très très réticents à ce film. Hein. Tout le monde, quand Chaplin fait ce film, les Anglais ne veulent absolument pas qu'il le fasse. Si, comme le reste de l'Europe, est antisémite. Il faut situer dans le contexte, mais c'est vrai que je pense qu'ils avaient peut-être une peur de l'Allemagne nazie. Et pourtant, Chaplin était copain avec Churchill. Ils se connaissaient, ils s'étaient déjà rencontrés, ils s'admiraient énormément à l'époque où Churchill était pendant sa période de traversée du désert, où il n'avait plus du tout de poste au gouvernement anglais. Il est passé à Los Angeles, il a rencontré Chaplin et ils se sont beaucoup appréciés. Mais malgré tout ça, les Anglais voulaient vraiment démotiver Chaplin de le faire, le film. Il y a ce point commun, mais j'ai lu aussi une anecdote assez unique. Un jour, le film est passé en Serbie. On sait projeter un autre film. Je connais ton anecdote, mais je crois que c'était en Grèce. Ah, débat. Mais vas-y, continue. Apparemment, il y avait un sympathisant nazi a sorti son pistolet et a tiré dans la salle et sur l'écran parce qu'il voulait absolument pas voir ça. Quoi. C'est le propre du fascisme, hein, d'interdire. Illustrer le fascisme par son acte, est vraiment un acte d'ailleurs assez anti-cinématographique, on peut le dire, anti-cinéma. Il y a toujours le trou de balle. Pour la petite histoire autour de ça, c'est surtout que les gens ne savaient pas qu'ils allaient voir ce film. Le film était interdit et le projectionniste a décidé de le passer quand même. Et effectivement, mais c'était un flic, hein, donc pour moi c'est pour ça que c'était en Grèce, parce que c'était des SS aussi. Au bout de 40 minutes, a interrompu le film en tirant sur l'écran, effectivement, pour que les gens sortent de la salle et arrêtent de regarder le film. Ah, je savais pas. Sinon, quand même, il y a quelques scènes encore incroyables qui sont devenues cultes aujourd'hui, non ? La scène du barbier, la scène du ballon, c'est des scènes qui encore aujourd'hui sont assez incroyables. Oui, vous saviez extraordinaire. que pour l'anecdote encore, Paulette Goddard, qui a été la compagne de Charlie Chaplin à la ville, avait été refusée du rôle de Scarlett O'Hara dans Autant d'emporte le vent, l'adaptation la majestueuse. Alors c'était de qui? C'était pas de Cukor? Ah, quiz. Instant quiz. Andrew Fleming. Victor Fleming. Elle avait tourné des bouts d'essai justement sous la direction de Cukor, qui n'a pas été crédité au générique.
Et comme ils avaient dit que le mariage entre elle et Charlie Chaplin n'avait pas été fait selon les règles, eh bien ils ont eu peur de la polémique et ils l'ont écarté du film. Merci encore. Merci Raph, en tout cas, pour 24 images secondes, ton visa il est validé, tu reviens quand tu veux. Merci pour l'invitation. Et d'ailleurs, si tu veux, c'était pas prévu, tu peux rester parce qu'on va parler dans quelques secondes d'un film de Quentin Tarantino. Lequel Kill Bill. Je connais pas, c'est bien? Bah attends, il l'a peut-être pas vu. Je plaisante. J'ai vu les deux. Oh, cool. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, nous fêtons ce mois-ci, pile poil, les 20 ans donc de... Déjà? Eh oui, de Kill Bill de Quentin Tarantino. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tuée. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche? Œil pour œil. Il faut que je te tue alors. Ça remettra les pendules à l'heure. On va pitcher, tout le monde l'a vu, mais bon voilà, au cours d'une cérémonie de mariage en plein désert, un commando fait irruption dans une chapelle et tire sur les convives. Laissée pour morte, la mariée, enceinte, retrouve ses esprits après un coma de 4 ans. Il est temps, et c'est la première fois d'ailleurs qu'on va évoquer Quentin Tarantino dans 24 images secondes. Bon, je vais tout simplement dire que pour moi c'est un des films les plus jouissifs que j'ai vu de ma vie. Et de le revoir là, mais quel plaisir, même si le regard a changé, hein Thibaut. Oui. Mais ça reste un délire visuel époustouflant. Allez-y, je vous donne la parole à tous. Allez, Kill Bill. C'est quoi Kill Bill? Kill Bill, c'est un film polymorphe, c'est un film pop, c'est un film trash. C'est un réalisateur qui a carte blanche et qui se fait plaisir. Et par répercussion, fait plaisir aux spectateurs. Le gros du public ne sait pas que le film de sabre, le Shambara, est intimement lié dans l'histoire du cinéma par l'inspiration de Kurosawa chez Léon. Mais Tarantino, lui, le sait, et il se fait kiffer dans les grandes lignes en multipliant ses kinks, les femmes fortes, dominantes, et les pieds que vous verrez sous tous leurs apparats, le panard, sous toutes ses coutures, et ses influences cinématographiques, Bruce Lee, Tsuyark, Robert Rodriguez. Pour l'anecdote, il reprend exactement une scène à l'identique de From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer en France. Vous savez, la scène où le shérif Earl McGraw arrive avec sa voiture, c'est la même scène que commence Une nuit en enfer. Et puis la musique, comment ne pas en parler, comme à son habitude, ressort des titres oubliés pour en faire des standards immédiats. Qu'est-ce que c'est? C'est un culte instantané, une déconstruction narrative, des personnages joués en couleur, un univers visuel ultra travaillé, des dialogues abscons et volontairement débiles, à savoir la mythologie des super-héros, les dialogues de Bud, enfin bref. C'est un film somme, c'est à la fois la réunion de l'animation, du film de sabre, du western, et il nous cite toutes ces influences multiples et diverses. C'est un joyeux melting pot, oui, un joyeux bordel, on va dire. Mais en fait, s'il vieillit bien aussi, c'est parce que Tarantino, je pense, se refuse toujours à utiliser des FX numériques. Même si, sur 2-3 plans, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu, mais même s'il dit que non. Notamment la scène où la mariée là, se bat contre. Comment elle s'appelle, celle qui a. Gogo Yubari, avec la guillotine volante. Le principal, c'est que le film vieillit très bien. Je pense que aussi, je ne sais pas si tu l'as cité, mais alors j'espère que je prononce bien, mais il y a Ewan Woping qui assiste Tarantino sur la chorégraphie des combats et qui est réalisateur des deux diapositives dessus. Qui était le chorégraphe de Il était une fois en Chine ou de Matrix, entre autres. Et sa retraite, mais en fait, il a chorégraphié tous les gros films d'action à Hong Kong et au Hollywood des années 80 à 2010 environ. Je pense qu'il a pratiquement fait tous les blockbusters. Et c'est pour ça aussi que c'est une totale réussite. Après, alors c'est dur pour moi de mettre un bémol sur Kill Bill parce que pendant longtemps, ça a été mon Tarantino préféré. En plus, je me souviens, j'avais enchaîné le 1 et 2. Je pense que j'étais avec le sieur Jérém dans un cinéma à Rennes et on avait regardé 4 heures de Kill Bill, donc le 1 et 2 d'affilée. Et je m'étais retenu d'aller aux toilettes pendant 3 heures parce que je voulais pas rater une miette. Tout à fait, je m'en souviens. Il n'y avait aucune pause et que je me refusais d'aller aux toilettes. Donc ça a été un grand moment. Je pense que
En fait, il y a cette ferveur, cet amour du cinéma très adolescent quand même dans le film. Et en fait, en regardant à mes yeux maintenant de Quadra, de jeune Quadra, le scénario est d'une simplicité déroutante. Même l'intrigue, en fait, elle tient en 3 lignes, hein, je pense. Si tu voles le scénario, t'as pas grand-chose en fait. Voilà, C'est ce qu'il en fait. c'est clairement pas un film de scénario, c'est un film de mise en scène, d'univers. Oui, C'est ça, parce qu'il y a un seul thème, hein, c'est la vengeance. C'est le revenge movie par excellence. Tout Et le c'est son monde. thème de prédilection aussi. Mais hein. là, ouais, bon, ouais, la liste, voilà, on sait ce qui va se passer, on sait qui. Bon, à part que le montage est découpé et pas chronologique, mais aussi le personnage le plus développé de ce film, de cette première partie, qui est Orenishi, la partie en animé qui permet toute la liberté possible, toute l'histoire d'Orenishi, tout ce qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est la revanche. La première scène, la première personne qui meurt malencontreusement assassinée devant sa fille, que lui dit la mariée, c'est bon, bah t'auras droit de te venger plus tard. C'est un cercle vicieux de la vengeance, et la vengeance est là quasiment sur tous les plans et tout le sujet. Alors, c'est à la fois simple et compliqué, et c'est tout l'habillage, le style et toutes les références et tout ce que vous avez déjà dit qui en fait un film très très riche. Le thème, il est unique, et c'est ce qui en fait sa force. C'est aussi présent la vengeance chez Tarantino que chez Park Chan-wook. Tout à fait. Ouais, non, tu la retrouves d'une certaine façon dans toute sa filmographie quasiment. Yeah. Même Once Upon a Time. Cinéaste de la vengeance. Il en pense pas le docteur Raymond là? Bah écoutez, voilà, là aussi, je vais pas être très très original et pas détonner Oh, sur bah tu l'ensemble, nous choisis parce que, des voilà, super c'est- films aussi, merde. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? D'habitude, vous êtes plus pisse-froid. C'est ça. Pour une fois qu'on a des bons films, je veux dire. Voilà, bah je vais redire ce qui a été dit, mais disons-le bien, puisque voilà, c'est magnifique. C'est un patchwork génial avec une idée par plan, une structure en puzzle, mais qui permet justement de penser indépendamment la conception de chaque séquence. Et donc qui donne vraiment une unité. Ça lui permet vraiment de raffiner et de considérer chaque séquence comme son propre univers. Et d'ailleurs, généralement, son propre genre cinématographique. Donc, effectivement, comme vous avez dit, on passe de la nouvelle vague au Shambara, en passant par le western, en passant par le giallo, etc., etc. La nouvelle vague et le giallo, ça reste vraiment par petites touches par rapport au reste. Hein. Parce que comment il crache sur la nouvelle vague, maintenant quand tu l'écoutes en interview, il y a quelques splice screens qui m'ont fait penser à ça, mais globalement, c'est plutôt les autres. Mais oui, il y a ça comme si Après, voilà, le sous-texte de la mariée était en noir est quand même, enfin, me paraît quand même assez évident pour le coup. Et pour le giallo, c'est surtout les scènes d'hôpital avec Daryl Hannah qui me semblent très très marquées par cette influence. Ah oui, complètement. Et la musique de Pino non, c'est les 39 marches, mais il y a une musique de Pino Donaggio, je crois. Oui, il me semble, oui. Oui, de Palma aussi. Oui, c'est du giallo de Palma de toute façon. En tout cas, voilà, c'est un parfait régal pop pour notre culture ultra référentielle. Et ce que j'aime quand je compare un petit peu à certains autres Tarantino plus récents, c'est que la virtuosité n'est jamais inutile. Et les années suivantes, c'est mon ressenti en tout cas, il y avait parfois différentes tendances à se caricaturer un petit peu justement dans ce côté référentiel, le côté un petit peu vous avez vu, vous savez ce que c'est, etc. Et voilà, il en est ressorti. Je trouve que le dernier, il était une fois à Hollywood, sortait un petit peu justement de cet appel à la référence obsédante. Mais entre les deux, c'est vrai qu'il y a eu une période où je trouvais qu'il tirait un peu à la ligne. Once Upon a Time, par rapport à Kill Bill, c'est un cinéphile qui est conscient de maintenant, qui est nostalgique sur une époque en fait. Et on n'a pas parlé du Matterman, qui est quand même incroyable du début à la fin. Elle se donne pour le film, elle s'est donnée beaucoup. Elle a eu même un accident pendant le tournage sur une scène de voiture. D'ailleurs, c'est la scène qui conclut un peu, qu'on peut retrouver dans le deuxième volume. Le début du 2. C'est aussi en générique à la fin d'une certaine façon, puisque là, c'est cette scène-là tournée en studio. Et oui, elle avait eu un accident qui l'a laissé quelques séquelles apparemment. Elle en a voulu après coup, surtout à Harvey Weinstein, je crois qu'elle avait fait pression pour qu'elle ne dise rien ou qu'elle ferme sa gueule. Beaucoup de gens en veulent maintenant à Harvey Weinstein. Oui, et beaucoup de gens pouvaient rien dire à l'époque la situation. Elle en a profité d'une certaine façon pour le dire quand ça
quand sa figure est tombée, en Oui, fait. Hein, elle en a sa voulu stature. aussi à Tarantino qui a été à ce moment-là dans la volonté du producteur et qui a insisté pour faire la scène c'est vrai qu'en soi elle a aucune nécessité d'être faite avec elle au volant, on la voit derrière avec ses cheveux qui volent, enfin, ça peut être à peu près n'importe qui. Oui. Et récemment, parce qu'après aussi, il a aussi émis des regrets, il a dit que c'était le plus, non pas même le plus gros regret de sa vie de réalisateur, mais de sa vie tout court. Et elle a publié dans les dernières années la vidéo que Tarantino lui avait remis finalement après tant d'années du moment de l'accident. Et elle l'a publiée en le remerciant et donc ils ont fini par... Et l'accident est assez violent, quand même. Ouais, bah, vous la trouverez facilement, on la voit juste après. Elle a encore aujourd'hui des douleurs dans la jambe suite à cet accident-là. Raph, est-ce que tu nous entends dans ta cathédrale? Je vous entends. Pour ajouter à ça, la légende raconte que Tarantino et Uma Thurman avaient déjà parlé de faire Kill Bill, en tout cas un film sur une mariée qui va se venger, pendant le tournage de Pulp Fiction. Notamment, a priori, c'est même pendant la scène de la danse, où oui, ils en avaient déjà parlé, ils s'étaient dit qu'ils allaient faire le film tous les deux. Bah, c'est pas une légende, puisque à la fin du film, je crois, au début, il dit by a story by Q and You. Bah, du coup, ce n'est pas une légende. Alors, je ne sais pas. La légende fait j'ai peut-être entendu référence au cette fait anecdote. que c'était pendant la scène de danse et Pulp Fiction, mais en tout cas, que c'est Ça eux doit qui être en ça, ont le parlé côté légendaire. et qui se sont fait un délire. Et bah, il a fini par le faire et il l'avait promis. En fait, je crois même qu'il lui avait promis. Je dis, je t'offrirai ce film pour tes 30 ans. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il ne pensait qu'à elle et c'est pour elle qu'il voulait faire ce film en grande partie En au plus, elle est départ. tombée enceinte et il a décalé. Il a dit, c'est impossible, je ne le ferai avec personne d'autre. Et tout le tournage avait été repoussé le temps qu'elle puisse assurer le rôle. Et initialement, ça devait être un seul film. Hein. Enfin, en tout cas, ça avait été annoncé comme un seul film. C'est seulement quand ils ont vu la durée du bousin qu'ils se sont décidés. Enfin, je pense que c'est Harvey Weinstein qui s'est dit aussi, tiens, on va pouvoir faire 2 films. Oui. Il avait été un peu vénère de ne pas avoir eu Le Seigneur des Anneaux, du moins les droits. Et à l'époque, c'était vrai que c'était assez commun de diviser les films. Hein. On était dans la période où la franchise et les séquelles se développaient à foison entre Le Seigneur des Anneaux, Matrix, tournaient 2 et 3 tournaient en même temps. Le Seigneur des Anneaux tournait en même temps. Où il s'est dit justement, bah tiens, je vais faire la même. Il l'a remonté en une seule pièce, je crois, en coupant la fin du 1 et en faisant le 2. Et je crois qu'elle a été présentée à Cannes. En tout cas, il a été monté. En tant que spectateur, c'est un regret de ne pas le voir en un seul film remonter, parce que ne serait-ce que la fin du 2, il y a un double générique. On sent que le premier a été pensé, qu'il a rajouté un peu le deuxième. Je sais pas, j'ai cette impression-là, et c'est vrai qu'on aurait le droit à une version extended cut, parce qu'il y a des plans aussi qui n'ont pas été utilisés, qui étaient visibles dans les bandes annonces du film. Bah, il faudrait que Quentin nous écoute, hein. Ce serait sympa. Ah, s'il a envie de revenir dessus. Bah attends, je pense que je peux l'appeler si tu veux qu'il join la conve, y a pas de problème. Oui, monseigneur Raphaël. Il doit avoir 2-3 plans de pied qu'il n'a pas foutu dessus, donc... Non, mais apparemment, ça n'a pas été fait. Enfin, il a teasé beaucoup de choses, hein, Tarantino, sur ce film, comme le fait de vendre il a Kill Bill même 3. teasé un Ouais. Kill Bill 3. Ouais, j'y crois. Ça, c'était plutôt un truc pour appâter les gogos de Mais journalistes. aujourd'hui, c'est sûr, il ne le J'y ai fera pas. jamais vu que vraiment cru. son dernier film, c'est le prochain. Et puis surtout que Kill Bill, il est Mais non. mort, en fait. Oui, mais Non, il est pas mort. on n'est pas sûr. Alors, on peut parler de ça, de la mort ou pas de Bill. C'est un sujet très intéressant. Moi, j'avais entendu parler que le 3, c'était la vengeance de la fille de la première jeune. De Beatrix. Voilà. Ah oui, la fille de Béatrix. Bernie Oui, Taylor. Voilà. je veux bien, mais pourquoi ça s'appelle Kill Bill? Parce que c'est la suite de l'histoire, écoute. Parce que à la fin, Ellie Driver est encore en vie. Enfin, on suppute. Hein, Oui, à moins que mais- la Black Mamba l'ait Mais piqué. je pense qu'elle est inapte à se venger. Ah bah justement, en connaissant Tarantino, il aura toujours un rôle écrit pour elle. Elle pourrait toujours revenir, effectivement, si on peut réfléchir à ce que pourrait donner le 3, et ça pourrait être ça. Et sinon, la fameuse théorie de la non-mort de Bill est aussi assez intéressante. Alors quoi, il goûte le gazon? Non, c'est que en fait, il ne serait pas mort du tout, que en fait, elle ne connaît pas du tout les 5 points et la pogne là, qui fait exploser le cœur, elle ne sait pas le faire.
Et on suit ça parce que, enfin, on pense ça parce qu'il ne fait pas le bon nombre de pas avant de mourir. Non, déjà. j'ai entendu ça Et c'est le seul Je connais cette qu'on théorie. voit dans le générique de fin qui est allongé en Oui. fait. Les autres, Oui, c'est vrai. on a des flashbacks, mais lui, il n'est pas traité comme les autres à ce moment-là, ce qui pourrait sous-entendre qu'il n'est pas mort. Oui, mais comme David Carradine est mort avec un... en s'étranglant avec un jeu masturbatoire, bah, il ne sera pas dans le Kill Bill 3, quoi. Dommage. Triste fin, C'est ça. triste fin quand même, on peut le dire. C'est du discours corporel aussi, quand justement ils en parlent, au moment où il est sur le point de mourir, elle lui fait, alors je ne sais pas si j'ai plus exactement la scène en tête, mais il lui pose une question, elle répond non, mais en faisant le oui de la tête, ce qui pourrait sous-entendre qu'en fait, pareil, tout est une mise en scène de sa mort et qu'en fait, il n'est pas mort. Ouais, il est pas coutumier de ce type d'énigme dans ses films. Tarantino, il met des petits détails, des petites références, mais des mystères comme ça, je le vois pas dans sa filmographie. En tout cas, ça ressort pas. Bah du coup, s'il y a encore quelques auditrices et auditeurs qui n'ont pas encore vu Kill Bill 1 et 2, on n'a rien spoilé du tout, hein, là c'est clair. Pas du tout. Alors, pas du tout, comme des porcs. Donc, regardez-le, regardez-les. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires, hein, toujours instructifs. Et n'oubliez pas, nous sommes maintenant aussi sur YouTube, toujours sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous voulez, hein, et à nous poser des questions aussi. Il ne faut pas hésiter surtout, ou même à critiquer l'un ou l'une d'entre nous. Il faut y aller franco. Mister Thibaut, c'est quoi ta morning routine? Eh bien, je vais te le dire. On va dire qui est le plus beau, qui est le plus intelligent. Voilà. Allez, c'était 24 images secondes. Hasta la vista. Baby.